Mais Sakura, c'est Morgane et Rosaïs. salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture culture japonaise. Allons-y. Si vous voulez voir les précédents vendredis lecture, Ou les chroniques dédiées à un titre plus en détail, je vous mets la playlist chronique manga. dans une fiche dans le petit i et dans la barre de description. Et donc aujourd'hui, c'est dédié à la culture japonaise avec Eh oui. 4 titres. 4 titres très différents, mais qui vont chacun permettre d'explorer une facette de la culture japonaise. Alors c'est parti par le premier titre. Premier titre, on va Mon commencer préféré. par le tome 7 de Isabella Ça Bird. j'adore. En français, Isabella Bird, femme exploratrice. Au Japon, ça paraît chez Enterbrain, prépublié chez Harta. Et le titre japonais, Fushigi no Kuni no Bard, qui pourrait être traduit par le pays des merveilles de Bird. Donc, on continue l'exploration du Japon de la fin du 19e siècle avec cette exploratrice britannique qui avait entamé un périple dès le tome 1. Intrépide. Et ici, Et son interprète japonais. elle est dans la préfecture d'Akita et comme dans les précédents tomes, on part la vers le voit découvrir différentes facettes de la culture traditionnelle japonaise. C'est vraiment très très intéressant. Tu as l'impression d'explorer avec ces deux personnes le Japon de l'époque préservé en cours D'ouverture à d'occidentalisation. l'Occident. Oui. Voilà, mais qui a encore dans chaque petite région, chaque petit village, des cultures traditionnelles qui lui sont propres. Précédemment, on avait appris comment est-ce qu'il fabriquait le papier, à quel point c'était précieux, à quel point c'était artisanal. Dans cet épisode-ci, enfin dans ce tome-ci, on a un peu l'impression qu'on va vers le climax de l'histoire. C'est vrai, parce qu'on voit réapparaître des personnages qui sont d'ailleurs en couverture de ce tome 1, de ce tome 7, qui étaient en fait des personnages qu'on avait découverts au tout début de l'aventure. Et effectivement, on a cette impression d'aller vers un climax aussi, parce qu'on a d'autres personnages que Isabella Bird a rencontrés durant son périple, qui refont leur apparition. Donc c'est comme si le voyage allait bientôt toucher à sa fin. Mais c'est surtout comme si, riche de toutes ces rencontres, toutes ces expériences, tout le bien qu'elle a pu apporter aussi avec son regard émerveillé à tout découvrir, voilà, toutes les bonnes relations entretenues faisaient que le meilleur de son voyage allait arriver. Je trouve que c'est intéressant parce que tu vois que dans un pays qui était encore vraiment fermé, comme le Japon de cette époque, c'était quand même compliqué. Il fallait qu'il y ait des négociations en amont pour que les portes te soient ouvertes. Il suffisait pas d'aller au Japon, d'avoir quelqu'un qui parlait à peu près la langue et puis paf, t'y vas, quoi. Il fallait vraiment diplomatiquement qu'il y ait des choses qui se passent. Ce qui est marrant, c'est que tu réaperçois Hepburn. Et souvent, moi, quand je fais mes cours de japonais, je parle souvent de la norme Hepburn. Il faut respecter l'écriture de la transcription occidentale selon la norme Hepburn. Tout ça. Et voilà, je trouve que c'est très mignon aussi que ça reparle des expériences qu'elle a pu vivre au cours de tous ces 6 précédents tomes, notamment par la correspondance, par l'écriture, par les efforts de chacun. Voilà, je trouve que c'est très très beau. Du coup, tu vois la collection de Kiun, l'éditeur français qui écrit là Kizuna, je trouve que c'est tout à fait ça, c'est tous les liens que tu tisses avec les personnes que tu rencontres. Et c'est ça aussi le voyage, c'est pas seulement voir des paysages et voir comment vivent les gens, mais c'est aussi les relations que tu as pu nouer. C'est vraiment beau, c'est une super belle histoire. Une super belle histoire avec un trait vraiment très adapté à la fois au fait c'est de plus en plus beau. dépeindre eh bien, les personnages, mais aussi les lieux. C'est vraiment assez incroyable. On voyage avec ces personnages dans les différentes préfectures et aussi on découvre des choses sur les coutumes de l'époque, de la même manière que l'héroïne prend des notes, par exemple, sur comment se passait le mariage, le divorce à cette époque-là, et puis des coutumes. Le différentiel, en fait, entre les coutumes, éventuellement, justement, eh bien,
de l'Europe avec le Japon. Donc c'est vraiment incroyablement bien mené. Ça se porte aussi bien sur la partie culinaire que sur des choses comme l'arbre de Noël. Bref, c'est un manga très riche qui nous enrichit en le lisant. Moi, c'est vraiment ce que je cherche avec des titres, des mangas, c'est-à-dire à la fois découvrir d'autres choses, d'apprendre des choses, et c'est vraiment Ouais, fantastique. et tout ça de manière épique. Quand je dis qu'elle est intrépide, c'est tu ressens vraiment ça, quoi, que ce périple, c'est le voyage de sa vie, que chaque instant, enfin, elle met sa vie en jeu, sa santé, enfin, toute son énergie dedans, et voilà, tu le vis vraiment comme une grande aventure. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant aussi dans ce tome-là, elle met aussi en perspective la culture japonaise de l'époque et la culture anglaise de l'époque. Donc du coup, tu te retrouves enrichi des deux. À un moment donné, il est question de l'éducation des enfants, par exemple. Si un enfant est très Malin, ouais, et, doué. en avance sur son temps, il est précoce. Voilà, au Japon, tu vas presque le déifier, tu vas prendre soin de lui, tu vas l'exhiber, et voilà, c'est comme si c'était une petite divinité, le petit prodige. Et du coup, Isabella Bird, bien sûr, elle s'en émerveille, elle s'en étonne, mais elle se rappelle aussi qu'en Angleterre à l'époque, tu vois, c'est un peu Princesse Sarah, quoi. Tu te prends des coups de fouet. C'est comme ça que tu éduques les enfants. Donc voilà, c'est intéressant. Du coup, qu'elle mette en regard les deux. Pour autant, elle juge pas, elle note. Et ça fait partie de sa découverte, de son livre, de son aventure. Ouais, c'est vraiment bien. Moi, j'adore Isabella Bird. Je suis très contente que ce soit sorti si vite en France. Enfin, je sais pas, tu l'as acheté Il est sorti 4 mois après l'apparition au Japon, ce 7e tome. Ah, c'est ça, il me semble que ça venait juste de sortir au Japon. Voilà, 4 mois d'écart, maintenant, c'est rien, quoi. C'est sorti en août au Japon, ce 7e tome, et en France en décembre. Ce qui veut dire qu'en fait, on est au même niveau de la publication en forme tankobon. Donc il va falloir attendre de la même manière que les Japonais pour ce qui est de lire la suite, puisque c'est une série toujours en cours de parution. C'est marrant que tu le tournes comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est moi, je suis contente qu'on soit aussi proche de l'apparition japonaise. Bien sûr. Et toi, tu dis, va falloir entendre. Non, mais c'est pour dire, voilà, il va falloir prendre son mal en patience pour lire la suite. Bah, en tout cas, c'est vraiment une œuvre de qualité, donc moi, je suis prête à attendre autant qu'il le faut. Hein. C'est vraiment super bien. Ouais, vraiment. Et puis ce tome-là est vraiment, je trouve, au-dessus en plus. Oui, c'est vrai. En plus, par ces temps où on ne peut pas trop voyager librement, voyager par la lecture, c'est super top. Ouais. On va continuer d'explorer le Japon avec un autre titre avec une connotation historique qu'on aime beaucoup. C'est Empereur du Japon, volume 3. Au Japon, ça apparaît chez Shogakukan, prépublié dans le Big Comic original de son titre japonais Showa Tenno Monogatari. L'histoire de l'empereur Showa. Voilà. Donc, on suit du coup plutôt ici la jeunesse de l'empereur Hirohito et on continue à voir sa jeunesse, c'est-à-dire que dans le tome précédent on avait fait la connaissance de celle qui pourrait devenir son épouse, mais à cause de conflits politiques entre factions aussi, entre factions familiales, entre clans, ce possible mariage est remis en cause au début de l'histoire pour des raisons purement politiques au début de ce tome, par des personnes qui cherchent à étendre leur influence par ces éléments liés au mariage. Donc ils vont faire feu de tout bois et ils vont avoir affaire pour la première fois, on va dire, à la force de caractère du prince héritier Hirohito. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. De toute façon, j'aime beaucoup cette histoire parce que il te raconte tout ce qui se passe, mais sans que ce soit, tu vois, dans beaucoup de jugements, ou que ce soit très, voilà, ici il y a un méchant, ici il y a un gentil, voilà, ou une réécriture historique. Là, tu traverses tout de manière très légère, et pour autant, t'as l'impression qu'aucun personnage se laisse faire.
Alors que ce soit à la lettre près vrai ou pas, peu importe, l'histoire à lire, elle est vraiment très agréable. Et en même temps, tu apprends plein de choses sur les rouages politiques japonais de l'époque, l'importance de la famille impériale à l'époque, comment est-ce qu'on a rétréci la famille impériale officielle pour des raisons économiques du pays. Et ce que dit Morgane, justement, à propos de qui va épouser le futur empereur, là, je trouve que l'impératrice, elle s'est illustrée, par exemple. Tu vois, elle a dit, ça se passera comme ça se passera comme ça. Et l'empereur, lui, de son côté, ce qui est chouette, c'est que comme on a vu toute son éducation se faire, on a vu par qui il a été inspiré, des principes moraux, des valeurs, de la philosophie, de l'éthique. Du coup, il va poser son éthique, mais de manière très impériale. Tu vois, il va pas taper du poing, il va pas, je sais pas, argumenter, ou il va pas s'imposer d'une manière à un niveau assez bas. Il va être dans une grande représentation qui va faire que ça parle de lui-même. Ouais, je trouvais que c'était vraiment... c'était beau, quoi. Et en même temps, tu as l'impression que c'est typiquement japonais. La même chose se passe en Occident, mais tu t'en fous, quoi. Non ? Non, c'est vrai, c'est vrai. On sent vraiment dans les rapports entre les personnages, dans les principes moraux et éthiques, un élément qui est assez emblématique du Japon, en tout cas du Japon de l'époque, dans la manière dont c'est décrit, mais aussi un peu remis au goût du jour, je pense, pour le rendre accessible. Et on voit vraiment des personnages, c'est bardé de personnages historiques du Japon du 20e siècle, pardon, 20e siècle ici. Et c'est vraiment très intéressant. C'est parfois, sans doute, un peu réécrit, notamment dans les intuitions et les rêves que peuvent avoir certains personnages par rapport à ce qui va se passer plus tard. Et notamment, en fait, en lisant ce tome-là, il y avait cette dimension un peu de rêve qui concerne un des personnages qui voit quelque chose, qui m'a incité à aller lire vraiment l'histoire du Japon et ce qui va se passer après, en fait. Et bon, c'est vraiment très bien amené. Je trouve ça incite à se poser des questions sur l'histoire du Japon, et bien, à cet embranchement à la fois historique à travers le monde, mais aussi au sein du pays. Donc il y a aussi ces problématiques d'interrelation entre les différentes couches sociales et ce que la notion d'empereur représente, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi tout ce qui est le pouvoir politique, le Premier ministre qui est représenté. C'est très riche, mais très accessible, très humain aussi. Et aussi, là, on entame une nouvelle étape dans ce qui est la jeunesse de l'empereur, puisque se profile un voyage en Occident. Et ouais, je trouve ça bien, l'ouverture de l'empereur d'un pays qui est encore pas mal fermé vers le monde extérieur, vers l'Occident. Je trouve que c'est potentiellement hyper intéressant, justement du fait qu'il va rencontrer ce choc des cultures, mais il reste tout le temps tellement dans la contemplation et l'écoute, l'apprentissage, que c'est vraiment intéressant. Ça, c'est ce que j'aime. Soit tu le regardes soit tu lis ce manga-là pour en apprendre plus sur l'histoire du Japon et sur l'empereur, soit tu le lis aussi juste comme une histoire de quelqu'un qui grandit, qui apprend de plus en plus ce qui se passe dans le monde, comment vivent les gens et tout. Et voilà, c'est la force des mangas aussi, si tu te mets aussi dans la peau des personnages. Voilà. Donc c'est pas une lecture lourde, quoi. On est toujours avant qu'il devienne empereur, hein, et je pense que j'imagine que ce manga-là se terminera en fait à ce moment-là, vu aussi le temps, la narration, chaque élément prend son temps pour être décrit, introduit. Donc en tout cas, c'est une belle plongée dans l'histoire du Japon. Avec troisième lecture. Titre, vraiment excellent, mais alors là pour la peine, sur une série qui est en cours de suspension en France, qui devrait revenir. On va évoquer cet élément-là un peu éditorial après, français. Éditorialement parlant. Mais on n'avait pas lu en français le tome 4 de l'excellent Kakushi Goto,
Et qui est pour paru cause. en mars 2020, on était au Japon à l'époque. Voilà, donc tu l'as acheté là, Ouais. fin 2020. Parce que c'est vraiment un manga qui, au-delà de la lecture, de la prépublication, et en fait, le chapitre final de Kakushigoto est sorti alors que nous étions justement au Japon en juin 2020. Au Japon et sur l'épisode final de l'adaptation animée. Tout à fait. C'était un Adaptation super animée timing. de 12 épisodes. Et effectivement, il y a eu coïncidence Et l'adaptation entre animée les est deux. super belle. L'adaptation animée est Elle est magnifique. géniale. Sortie au printemps 2020. Super musique, super seiyuu, doubleur japonais, super rythme, la cadence des histoires et puis du fil conducteur aussi jusqu'à son dénouement dans l'animé est très bien mené. Donc on rappelle que Kakushigoto, c'est l'histoire d'un mangaka qui fait des mangas grivois, un peu coquins, et qui du coup cache son métier à sa fille, qu'il élève seule, puisque la maman a disparu. Voilà. Donc c'est du quotidien, vraiment, du coup, on suit plus ou moins chaque journée vie en fait de ces deux personnages qui sont vraiment au cœur de l'intrigue, mais pas seulement, puisqu'autour de ça, il y a tout l'atelier du mangaka, de Kakushigoto, mais également les copines de classe qui sont un peu moins présentes dans ce tome-là, de Hime, la fille, et puis tout ce qui est l'univers de la classe, donc par exemple la professeure de Hime. Donc au Japon, ça paraît chez Kodansha et c'était prépublié dans le Gekkan Shonen Magazine. Voilà. Le magazine qui s'appelle Magazine, sauf que là, c'est la version mensuelle. Et justement, en fait, chaque chapitre prépublié chaque mois, du coup, correspond à un temps qui s'écoule de 1 semaine dans l'histoire. Donc en fait, tu as une petite histoire, une anecdote, une journée de vie de Kakushigoto et de Hime. Et le chapitre suivant, c'est la semaine suivante. Donc le temps s'écoule comme ça, de ses 10 à 11 ans pour Hime. Et donc, comme tu dis, c'est du quotidien de mangaka dans une situation un peu abracadabrantesque, qui se retrouve à cacher un peu sa vie. C'est comme s'il avait une double vie, du coup, sa vie de père salaryman fictif. Et sa vraie vie de mangaka à Nakameguro. Et d'autre part, donc il y a le fil rouge qui est le mystère de pourquoi est-ce que c'est une famille monoparentale. Donc ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est à la fois tranche de vie, mais il y a aussi une histoire continue. Il y a deux mystères imbriqués en fait, puisqu'il y a aussi en début de Tankobon toujours un récit de quand Hime a 18 ans, donc en début et fin, tout en couleur. 7 ou 8 ans plus tard. Et bien, ce ne sont que 8 pages à chaque fois, qui sont au début et à la fin, qui forment une continuité, donc de tome en tome. Quand on lit juste les pages du début et les pages de fin, c'est une continuité dans le futur. Et un mystère demeure, enfin, on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui se passe, pourquoi Hime est là, où est passé son père. Donc il y a deux mystères imbriqués les uns dans les autres, c'est très bien amené. Dans le même temps, on découvre plein de choses sur l'univers du manga, à la fois sur le métier d'auteur, sur les relations avec le responsable éditorial, avec les éditeurs, les grands rassemblements qu'il peut y avoir, la manière dont les mangakas vont en fait aux fêtes de fin d'année, c'est-à-dire en tenue bariolée, là où tous les éditeurs vont être en costume. Et puis tous les enjeux de prépublication, et je pense qu'on peut parler par exemple de ça qui t'a marqué, en fait, de la hiérarchie interne entre mangaka sur le type de manga le plus... Les mangas les plus reconnus. En top, tu as les mangas de sport. Et là, vraiment. Voilà. Genre Haikyuu, par exemple, serait au summum des shonen mangas bien reconnus. Bien reconnus, à l'inverse, en bas de la chaîne, tu as tous les mangas érotiques, ecchi et tout. Et puis, juste au-dessus, tu as tout ce qui est gag et lolita. Pourtant, tu te dis, Akira Toriyama, par exemple, il faisait du gag manga. Dr. Slump et tout. Puis même Dragon Ball, à l'origine, c'était surtout du gag manga. Mais je pense qu'en termes de prestige dans la société japonaise, c'est vraiment ce qu'on
retrouve, c'est-à-dire quelque part lire du manga érotique ou même faire du manga érotique, ça ne semble pas forcément très prestigieux. Même mes collègues japonais, professeurs d'université, la seule chose qu'ils ont reconnu avoir lu, c'est du manga de baseball, c'est du manga de sport. Ah. Tu vois? Alors... Et donc, juste pour finir la catégorie, au-dessus, tu as les mangas fantasy et baston. Après, médecine et business. Et là, quoi? C'est Hello to Blackjack, par exemple, on peut imaginer. Ah ouais. Et donc, au-dessus de tout ça, au-dessus de toute cette mêlée, tu as un manga de sport. Donc, oh. Ce que je trouve le plus intéressant dans ce manga-là, et c'est ce qui n'a pas pu être adapté en animé, pour le coup, lire le manga, c'est vraiment très intéressant, c'est tous les petits textes qu'il y a entre chaque chapitre. Et puis, après l'épilogue, il y a toujours les coulisses du métier de manga, où là, ce n'est plus Kakushigoto qui parle, mais c'est vraiment l'auteur Koji Kumeta. Et dans ce tome-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand il a écrit ça, il dit ouais, moi j'ai aucun de mes assistants qui a vraiment percé dans le milieu du manga et tout, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, en même temps, patati patata, sachant que dans le chapitre en question, il expliquait que c'est important en fait que ses assistants finissent par devenir eux-mêmes mangaka, parce que c'est un peu comme si, tu vois, toi en tant que mangaka, tu fais bonne école pour les assistants. Sinon après, on n'a plus envie de t'assigner d'assistant, quoi. Donc lui, il fait ce constat, ouais, moi, j'ai pas d'assistant qui a réussi. Sauf que maintenant, on est début 2021, il y a clairement un de ses assistants qui a clairement percé, qui fait un titre qui est même adapté en animé, qui est Tonikaku Kawaii. Eh oui. Et on reconnaît clairement sa patte, parce que lui, son dessin, il est très géométrique. T'as l'impression qu'il a utilisé Illustrator et puis qu'il fait des... Tu vois, les courbes automatiques. Après, il coupe en deux, il fait... une symétrie axiale, enfin voilà, on dirait c'est le dessin le plus géométrique possible. Et Tonikaku Kawaii, c'est aussi ça, dans un style qui est encore un tout petit peu différent, mais clairement bizarrement géométrique. Donc tu te dis, ouais, clairement ils ont la même filiation. Ouais, pourtant à l'époque où il l'a écrit, ce mangaka-là avait déjà eu du succès avec Hayate the Combat Butler. Et je veux dire, l'auteur de Tonikaku Kawaii avait déjà percé. Oui. Oh, comment ça? Ça veut dire qu'il n'a pas reconnu que... Voilà, c'est ça. Il n'a pas reconnu la filiation. Quoi? Non, c'est pas possible, non. Mais ce qui était rigolo, en fait, dans le début de, justement, Tonikaku Kawaii, c'est qu'il y avait un petit chapitre où il y avait différents bonus avec différents auteurs qui intervenaient, dont Koji Kumeta, parce que c'est deux auteurs qui ont, du coup, de très bonnes relations. Voilà. Mais c'est marrant, justement, comme tu le dis, de voir cet élément-là. Et puis, en fait, récemment, je crois que c'était en mai ou en juin, sur Internet, il y avait eu une grande publication d'une grande carte des liens entre entre les mangaka et les assistants. Et c'est typiquement ce qu'on retrouve là comme thème d'un des chapitres, avec cette histoire de filiation. Justement, finalement, les mangaka forment une grande famille entre... qui a été assistant de qui. C'est vraiment intéressant de voir comment finalement chacun apprend de l'expérience qu'il a eue en tant qu'assistant, puis développe sa propre œuvre et va lui-même former des assistants qui créeront leurs propres œuvres, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu en apprends aussi beaucoup sur le milieu éditorial japonais. On parle beaucoup du Shonen Jump, par exemple. Même en France, maintenant, Shonen Jump, à peu près... Enfin, ceux qui aiment les shonen manga savent à peu près que Shonen Jump, c'est le magazine de prépublication de gros titres. Après, ce qu'on sait peut-être un peu moins en France, c'est qu'il y a le Shonen Magazine aussi. Donc en fait, il en parle là, parce que même au Japon, le Jump, c'est vraiment voilà, le summum de toutes les ventes de Shonen manga. Et puis, quand tu es auteur dans le Shonen Magazine, voilà, tu as des considérations un peu différentes et tout. Ce qui nous amène au milieu éditorial français. Oui, bon, du coup, Vega était une maison d'édition qui s'est lancée en 2018 avec différents titres, voilà, dont c'est la maison Kakushigoto, d'édition qui a publié Kakushigoto. Voilà, et qui a été acquise par le gros consortium derrière les éditions Dupuis. Du coup, Vega rejoint Dupuis et sera labellisé dans les prochaines rééditions. Il y aura le logo Vega et un plus petit Dupuis. Et tous les titres vont être réimprimés
et on espère au plus tôt possible avoir, et j'espère vraiment, la suite de Kakushigoto. Oui, parce que au Japon, quand ça s'est terminé, oui, je crois que c'était en 12 tomes ou un truc comme ça. Et là, on est qu'au tome 4. Voilà, bloqué au tome 4 depuis quelques mois maintenant. Ça fait presque un an. Mais en fait, ce que je voulais dire quand même, c'est que même si la série est pour l'instant en France bloquée au tome 4, et même si par malheur cette série n'était pas reprise, on ne sait pas, elle vaudrait vraiment le coup quand même d'être lue, parce que il y a vraiment plein d'anecdotes sur la vie de mangaka. C'est une histoire très touchante, c'est drôle. Et voilà, au pire, on peut continuer l'histoire en animé si on veut vraiment avoir la suite en français. Tu crois que c'est en danger? Genre, si ça se trouve, Dupuis, en reprenant Vega, il continuerait pas la publication? Ils reprennent tout le catalogue, mais on sait qu'en fait, Kakushigoto, c'était présent dans une interview en fait de Stéphane Ferrand et Stéphane Beaujean. C'était une série qui n'a pas extrêmement bien marché pour l'instant en France. Donc, mais je pense que graphiquement, c'est un peu bizarre. Et puis, ils ont pas bien communiqué, je trouve. Alors qu'il y a la sortie de l'animé qui aurait pu booster, sachant que l'animé est vraiment très très bien. Fallait faire quelque chose, quoi. Stéphane Ferrand, qui gérait Vega, reconnaît deux éléments. D'une part, que la maison d'édition Vega, quand ils l'ont lancée, elle a un peu manqué d'éléments éditoriaux. Il n'y avait pas de site web, ils n'ont pas participé à des événements, d'une part. Et d'autre part, il évoque le fait que d'une part, ils avaient prévu de revoir un peu leur politique de publication et de comment ils préparaient les livres et puis tous ces éléments-là. Et il y a eu le confinement. Tout ça avant l'acquisition par Dupuis. Et donc maintenant, et en fait, l'animé, il a eu lieu pile entre avril et juin 2020, donc pile pendant le fameux confinement. Le moment où il fallait communiquer sur son site web. C'était le moment où ça aurait été adapté, mais je pense qu'ils étaient en négociation à ce moment-là. Bref, c'est effectivement un peu un coup manqué pour Kakushigoto, puisque l'animé est terminé, il n'y aura pas de suite. Ça adapte le manga jusqu'au bout, puisque comme le disait très bien Rosalis tout à l'heure, il y a eu une convergence, une concomitance de la parution du dernier chapitre avec la diffusion au Japon, du dernier épisode. En librairie, c'était partout. C'est super intéressant d'ailleurs de lire les deux, enfin de lire le dernier chapitre et puis de voir l'animé, parce que l'animé est une adaptation à la fois fidèle, mais aussi il y a quelques petites différences quand on lit le chapitre papier, donc c'est vraiment très intéressant de voir les deux. Donc c'est vraiment touchant. C'est vraiment une belle œuvre de bout en bout. Donc on espère que ça sera repris et continué. Et là, pour l'instant, j'avais regardé en fait, sur Internet, juste avant, quand est-ce qu'était annoncé le tome 4 de Kakushigoto, le tome 5, pardon, parce que là, c'est le tome 4. Eh bien, sur Amazon, il est annoncé. Voilà. C'est quoi ça? Je ne pensais pas que c'était possible le 31 décembre 2099. J'espère qu'il sortira avant. Oh là là, je suis pas sûr qu'on sera mort. Vous partagez des vidéos. Peut-être pas quand même, peut-être pas, ça dépend si on est doyen de l'humanité. Je comprends même pas comment tu peux annoncer ça sur Amazon. Non, mais je pense qu'ils ont mis la date la plus tard possible dans leur base de données. C'est-à-dire c'est reporté sine die pour l'instant. J'ai jamais vu ça. Bah moi non plus. Bon, en tout cas, bravo d'avoir tout de suite repéré Kakushigoto, Morgane, parce que dès la sortie du tome 1 en France, tu m'as tout de suite dit, c'est vachement bien. Et effectivement, c'est très très bien. Et je pense qu'on est les seuls à en parler. Oui, j'en entends pas du tout parler, c'est vrai. Ouais. En fait, ça aurait pas été toi qui m'aurais dit, lis ça, c'est super bien. En France, en tout cas, j'aurais pas été au courant. Par contre, arrivé au Japon, tout de suite, oui, ça se voyait. C'était très mis en avant. C'est un phénomène. Puis c'est publié quand même en magazine. Shonen Magazine. Shonen Magazine, c'est un des mensuels associés au Shonen Magazine. Et il y a du coup beaucoup de titres. Le Shonen, le magazine de Fairy Tail, de Zero, c'est l'adaptation mensuelle. Goto Bunu Hanayome, de plein de choses. Donc, et voilà. Bon. On croise les doigts pour la suite. Tu sais, à un moment donné, je me disais, en France, on a de la chance, on a plein de titres qui paraissent, et puis en plus, c'est ce que tu as dit au début. Ils paraissent quasiment au même rythme qu'au Japon. C'est trop génial, il faut profiter de cette époque dorée, et puis t'as peut-être un gros gâchis. Ou alors, au contraire, si ça se trouve, ils vont reprendre l'affaire, un peu comme pour Demon Slayer, ils vont reprendre les choses en main, faire de la promo, et... On espère. Si ça se trouve, on a un collector, du coup, là.
Ah bah t'auras forcément en collector puisque la réédition, ils évoquaient le fait qu'ils sont obligés de rééditer en changeant les crédits à l'intérieur et du coup Ah oui. Aussi changer le logo. En tout cas, c'est une belle édition quand même, hein, Oui. parce que tu as toutes les pages couleurs avant et arrière. Ils auraient pu faire l'économie de ça. Et non, ils ont tout traduit, enfin, ils ont tout mis en couleur. Ah là là, ok. Bon, ben, c'était la 3e lecture. Waouh. On passe à la 4e lecture. Une série en cours au Japon et qui vient de démarrer en France. Tout de suite, j'ai un coup de cœur pour le visuel de ce manga. Ouais, c'est très joli. Le renard et le petit tanuki. Qui paraît au Japon chez McGarden, prépublié en version numérique dans le Gekkan Comic Avarus. Voilà, de son titre japonais, Kori Senman. C'est un magazine de prépublication effectivement numérique. Au départ, c'était papier et il est passé en numérique au milieu des années 2010. C'est vraiment sublime cette histoire-là qui est une histoire qui va piocher dans le mythe, les mythes japonais autour des esprits, des métamorphes, mais des folklore esprits japonais. Le folklore japonais, donc les tanuki, tout ce qui est renard doté de pouvoir, les loups, le coq. Donc il y a beaucoup de figures mythologiques et mythiques japonaises qui sont dedans. Les métamorphes. Voilà. Et on va dire un des deux protagonistes, donc celui qui est le renard, est un métamorphe ultra puissant qui a été scellé par la déesse du soleil, mais qui se retrouve libéré de cette malédiction, entre guillemets, en tout cas de ce contrôle-là, très affaibli, avec une mission, c'est d'élever ce petit tanuki qui a des super pouvoirs apparemment, mais qui les maîtrise pas qui les maîtrise pas et qui est ultra mignon, comme tu le dis. Ça se voit tout de suite, rien qu'avec cette double planche absolument magnifique. C'est une histoire où tous les protagonistes sont des animaux, des animaux qui parlent, des animaux avec des pouvoirs magiques et du coup des missions particulières. Voilà. Donc il y a une sorte, ça alterne entre l'émerveillement du petit tanuki sur l'univers qui est autour de lui, avec ce personnage Senzo qui est quelqu'un qui était habitué à avoir une très grande puissance, à être très respecté partout, mais qui maintenant se retrouve contraint, puisque la déesse du soleil, en le libérant, lui a donné en même temps un collier qu'il ne peut pas enlever et qui le rappelle à l'ordre s'il ne fait pas sa mission ou s'il maltraite les gens. Donc il est contraint à élever et à s'occuper de ce petit tanuki, et il le fait bon gré mal gré, et au final ça donne des situations, il y a un lien qui est en train de se nouer. Et tout à l'heure tu évoquais sur le cas d'Isabella Bird, c'était il y avait du coup c'était un manga Kizuna, si je me souviens bien, chez Kiun. Et bien c'est la même chose en fait, pour ce qui est du renard et du petit tanuki. C'est vraiment un manga sur les liens entre les individus. Du coup en fait c'est un peu comme si ce renard il faisait école de la vie, mais après avoir eu, tu vois, genre une adolescence très perturbée, comme si il avait fait le voyou, il a semé la terreur, et puis après une personne plus âgée et lui apporte de la bienveillance, même si c'est avec un collier qui le rappelle à l'ordre. En fait c'est pour espérer le faire grandir et le faire voir la bonté dans le monde actuel, quoi. Parce qu'en fait il est surtout aigri, parce qu'il a manqué de compréhension, de tolérance. Voilà, ça commence avec le fait que à partir du moment où tu es différent, donc en l'occurrence à partir du moment où tu as un peu de pouvoir, tu es différent des autres et les autres te rejettent. Et donc comment tu apprends à vivre avec ça? Donc tu peux faire acte de violence, ou alors au contraire essayer d'aider les autres avec son pouvoir, essayer de continuer de vouloir construire des liens avec des gens, d'avoir une famille et voilà. Donc je trouve que c'est très beau parce qu'à la fois tu as l'impression que c'est un peu fantastique dans le folklore japonais,
Et en même temps, tu vois très bien que c'est des relations qui peuvent être complètement humaines, quoi. C'est une jolie histoire. C'est vraiment chouette. Du coup, voilà. Très, très belle histoire. Alors, le design pourrait faire penser que c'est un manga pour enfants, mais en fait, ça ne l'est pas. La prépublication n'est pas dans un magazine pour enfants. Au contraire, c'est tellement joli que ça peut pas être pour enfants. Mais c'est pas un gros trait noir, un peu grossier, facile à imiter. C'est chaque personnage, tu vois le pelage, il est très très détaillé. C'est très beau. Et donc, je préfère le mentionner parce qu'on pourrait se dire, voilà, tiens, je vais offrir ça comme premier manga parce que c'est très mignon à un enfant de 6-7 ans. C'est pas ce public-là qui est visé, c'est plus effectivement au Japon, un public adolescent, voire adulte, et qui s'intéresse à ces problématiques-là. Parce qu'il y a des scènes parfois aussi qui pourraient être pour un enfant un peu impressionnantes, puisqu'il y a aussi quelques monstres qui sont des esprits qui sont là. Ouais, enfin bon, rien de très effrayant, mais après c'est vrai que je sais pas en France comment ils ont communiqué. Et... Kizuna, je pense que c'est censé être pour les. Il est marqué à la manière d'un film de Ghibli, touchera le cœur des petits comme des grands. Donc on pourrait. Un peu comme si c'était une œuvre grand public poétique. Voilà. Ah. Donc oui, c'est grand public, mais je pense à partir d'un certain âge. Oui, c'est ça. Voilà. Et juste l'anecdote, du coup, tu dis Ki-un, c'est ce qu'on a envie de dire quand on voit l'écriture française, parce que c'est écrit Ki-O, t'as envie de dire Ki-un, mais en fait, en petit en japonais, ici, c'est écrit en katakana Kyun. Donc en fait, il faut prononcer Kyun et pas Ki-un. Et donc Kyun, c'est quand tu reçois comme, voilà, t'es touché en plein cœur, l'onomatopée. Pour le coup, c'est mignon comme nom de maison d'édition. Donc, c'est une belle sélection que tu nous as faite, hein, Morgane. Moi, j'ai adoré, en particulier, ces 3 titres. Ça aussi, c'est mignon, mais ceux-là, c'est des vrais coups de cœur, quoi. C'est masterpiece. Donc, c'est la première fois que tu nous fais une sélection nommée culture japonaise, culture traditionnelle japonaise. Culture historique japonaise, culture, comment dire, voyage réaliste, culture japonaise dans son sens noble du terme, et culture pop japonaise, culture manga, culture moderne, actuelle japonaise. Vous avez remarqué, Rosalie, ça a dit que c'était la culture noble japonaise aussi. Mais pour moi, la vie de mangaka, c'est aussi de la culture noble. Donc tout ceci est sur de la culture noble. Je te charrie, bien sûr, évidemment. C'était comment dans définir l'appréciation, bien sûr. Entre culture pop et culture traditionnelle. Ouais, comment tu dirais historique, pour moi, c'est littéraire, culture. Ouais. Non, mais en France, tu vois, si tu veux dire. Tu vois, ça c'est une œuvre de littérature classique qui plairait aussi à des gens qui n'aiment pas des mangas. Oui, c'est vrai. Comment tu dirais culture traditionnelle. Culture traditionnelle. Culture traditionnelle japonaise. Comme ça. Voilà. Et pour moi, culture pop, c'est pas un gros mot. Au contraire, c'est ce que j'aime le plus au monde. Je sais bien. C'était juste pour te charrier en fin de vidéo. Donc, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? 4 et je tombe dans le panneau. Titres et qu'on vous invite à découvrir. Vous devriez vraiment passer des bons moments de lecture avec ça, c'est vraiment les meilleurs. Si vous aimez bien ce type de vendredi lecture où un peu transversal, transversaux, on n'aborde pas les éléments selon les types de lectorat ciblés au Japon. C'est pas shonen, seinen. Là, c'est vraiment plus une thématique. C'est une thématique ici, culture japonaise. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous indiquera si vous en souhaitez d'autres sur certains thèmes. Et par exemple, s'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, là aussi, partagez-le en commentaire. Ça pourra guider des choix pour de prochaines vidéos. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo de vendredi lecture vous aura permis de découvrir de nouveaux titres et vous aura donné des envies de lecture. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye, bye.